Notre invité de ce soir sur le plateau de Métro News est Maître Patrick Laurent, conseiller juridique de Métropole, qui vient nous éclairer un peu sur l'aspect juridique de ce qui fait la une depuis 2 jours, à savoir la nomination par le président de la République d'un nouveau conseil électoral provisoire. Bonsoir Maître Laurent et bienvenue. Bonsoir Claire et bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Métro News. C'est un plaisir de répondre à cette invitation et c'est pour la première fois, c'est historique d'être au plateau en direct. Métro News. Donc c'est un plaisir. Maître Laurent, la décision du président Jovenel Moïse de nommer un nouveau conseil électoral provisoire et surtout la manière dont il s'y est pris pour cette nomination, a provoqué une levée de boucliers quasi généralisée. Alors, commençons par le commencement. Est-ce que le président de la République avait le droit de nommer le CEP comme il l'a fait? Alors, si on se réfère à la Constitution, il n'y a qu'un seul CEP provisoire, c'était déjà en 1987-1981. Le tout premier. Le tout premier. Oui. Et après, on aurait dû avoir des CEP permanents. Oui. Mais maintenant, pour former le CEP permanent, avec l'amendement de la Constitution, il faut 9 membres nommés comme suit. 3 de l'exécutif, 3 du judiciaire et 3 de législatif. Exact. Il se trouve que nous sommes dans une situation maintenant de fait que le Parlement est inopérant. Donc il n'y a pas moyen pour que le Parlement puisse choisir ces 3 membres. Aucun député et seulement 10 sénateurs. 10 sénateurs. Ouais. Du coup, il est difficile de monter un CEP permanent. À ce moment-là, sur le plan constitutionnel, on dirait qu'on est en situation exceptionnelle. Et en cette situation exceptionnelle, comment on a l'habitude de s'en sortir? Voilà. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Quand il n'y a pas de Parlement, quand on ne peut pas monter un CEP permanent, eh bien, exceptionnellement, dans une situation exceptionnelle, eh bien, il y avait toujours un accord politique entre le pouvoir qui est en place, l'exécutif, et les acteurs politiques. L'opposition, la société civile, pour etc. trouver un moyen, et en s'inspirant de l'article transitoire de la Constitution de 87 qui avait prévu le premier CEP provisoire. Exact. Donc, à ce moment-là, à cette situation exceptionnelle, on aurait dû avoir un accord politique, puisque ce sont les précédents, pour que on arrive à désigner, à monter un CEP et qu'à ce moment-là, une fois que les secteurs choisis et désignés envoient ses représentants et l'exécutif constate que ces représentants sont là et par un acte administratif, si on veut dire ainsi, un arrêté et nomme le CEP provisoire. Parce qu'il n'y avait pas de provision constitutionnelle. Et à ce moment-là, on est en situation exceptionnelle. Comme il faut qu'il y ait des élections. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un CEP. Donc à ce moment-là, on va choisir la voie de la négociation. Il faut qu'il y ait un compromis politique pour choisir le CEP. Beaucoup de gens disent que ce CEP, et surtout la manière dont ça s'est passé, est illégal. En ce sens que beaucoup de gens disent que comme ils n'ont pas pu prêter serment devant la Cour de cassation, de ce fait, ils sont frappés d'illégalité et que donc toutes les décisions qu'ils pourront prendre seront elles aussi illégales. Est-ce que vous partagez ce point de vue? La chose serait, avant de rentrer en fonction, le CEP, les membres du Conseil électoral, doivent prêter serment préalable par devant la Cour de cassation. Ça, c'est pour le Conseil électoral permanent. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. De la Constitution. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une thèse qui dirait, c'est comme s'il s'agissait de CEP provisoire, le CEP provisoire n'aurait pas dû prêter serment. À ce sujet, on va dire 2 choses. La Cour de cassation, ou bien toute juridiction,
n'a pas de saisine d'office. Ça veut dire que c'est la Cour de cassation n'a pas entendu à la radio Métropole ou à Métro News que le gouvernement a pris par arrêté à nommer X ou Y. Et puis là, ça dit, venez me trouver pour prêter serment. Non. D'accord. La Cour a été régulièrement saisie par le gouvernement, par le biais du ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice a écrit à la Cour de cassation en leur disant « Veuillez recevoir la prestation de serment des nouveaux membres du CEP ». Nommé par l'arrêté présidentiel. Donc ce qui veut dire qu'il y a, sur le plan technique, il y a la saisine de la Cour, qui a été faite par le ministre de la Justice, disons par le gouvernement via le ministre de la Justice. Il faut bien comprendre, dans un état de droit, dans un gouvernement compétent, le premier conseiller juridique du gouvernement, théoriquement, c'est le ministre de la Justice. Donc, on n'a pas besoin de nous dire après qu'un conseiller, etc., vous dire non, on n'a pas besoin de prêter serment. Si on dit ça comme ça, c'est comme si on était en train de désavouer le ministre de la Justice, on dit qu'il était incompétent. Oui. La première chose. Et bien, comme ça, l'a fait. Oui. Oui. Donc, la première chose. Donc, la deuxième chose, comme nous parlons de situations exceptionnelles, le précédent, depuis la Constitution, le premier CEP provisoire, jusqu'au dernier CEP dirigé par Léopold Boulanger, et qui avait comme vice-président un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, M. Carlos Hercule, tous ces conseillers ont prêté serment. Donc tous les précédents vont dans le sens de l'obligation de prêter serment. Maintenant, troisième chose. Troisième point, oui, très important. Les gens pensent que les conseillers, ce sont seulement des conseillers, ils sont aussi des juges électoraux. En tant que tels, ils ont une parcelle, si on dit, de souveraineté. Ils vont décider des conflits électoraux au nom de la République, donc au nom de l'État. Donc à ce moment-là, tous ces juges-là, toutes les autorités qui ont certaines parcelles de souveraineté ont toujours prêté serment. Le président de la République prête serment. Les juges prêtent serment et les membres du corps législatif prêtent serment. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce qui va vous rendre indépendant. Je prête serment sur la Constitution pour faire mon travail en toute indépendance. Si vous imaginez que c'est le président qui vous nomme et à partir du moment où vous êtes nommé, vous rentrez en fonction et que vous allez décider au nom de la République, le président ne peut pas vous donner ce cachet-là pour décider au nom de la République. Il faut prêter, vous allez prêter serment sur la Constitution pour décider parce que vous allez pouvoir décider au nom de la République. Et en plus, si on dit que les membres du Conseil électoral provisoire n'ont pas prêté serment, le dernier décret en date, c'est le décret de 2015, les BEC, bureau électoral communal, les BED, bureau électoral départemental. Tous ces gens-là vont devoir prêter serment. Si... Donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a un bureau électoral communal, quelqu'un qui a un bureau électoral départemental, les 9 membres vont devoir prêter serment. Et les 9 mousquetaires là-haut, ils n'ont pas prêté serment. Non, on ne peut pas faire ça. En d'autres termes, maître Laurent, vous êtes en train de donner raison à ceux qui disent que ce conseil électoral permanent est illégal, que ce conseil électoral provisoire. Bon, alors, la chose serait... Le conseil électoral provisoire, si on serait attaché à la Constitution, serait entaché de constitutionnalité. Parce qu'au fait, il n'y a pas de provision légale dans le moment où nous parlons dans la Constitution pour avoir un conseil électoral provisoire. Mais nous disons que nous sommes dans une situation exceptionnelle. La situation exceptionnelle, on applique les précédents. Et on a un conseil électoral provisoire. Parce qu'à ce moment-là, si on voudrait rester attaché à la Constitution du Conseil électoral permanent, les 10 sénateurs qui se trouvent maintenant au Parlement ne peuvent pas ou bien ne pourront pas choisir les 3 membres du législatif, puisque la Constitution dit comment il faut le faire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de ceux des institutions et autres qui sont représentés ou d'autres qui ont été écartés. Bon, on va laisser ça de côté. Mais
j'aimerais aborder un point avec vous. Parmi les missions que le président Jovenel Moïse a donné à ce Conseil électoral provisoire, il y a, et je vais citer, organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Ça, fermez la parenthèse. J'ai cité, organiser un référendum. Or, autant que je me souvienne, et vous l'avez souvent répété d'ailleurs, et par définition en Haïti, un référendum est anticonstitutionnel. Oui, alors comment comprendre ça? Est-ce que c'est vraiment dans les attributions de CEP d'organiser un référendum constitutionnel? Les attributions du CEP, que ce soit provisoire ou permanent, se trouvent circonscrites dans la Constitution. Voilà. La Constitution, comme attribution du CEP, c'est d'organiser les élections et d'être à tous les niveaux et d'être le contentieux électoral. Exact. Donc ça veut dire s'il y a un problème, s'il y a un conflit, à l'occasion des élections, c'est le CEP qui va trancher, qui va juger. Sont nos juges. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure. Donc à ce moment-là, c'est les attributions du CEP. Mais donner au CEP l'attribution d'organiser des référendums pour changement de la Constitution, c'est un peu inédit. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est inédit parce qu'au fait, à ce moment-là, le CEP, tel qu'il est conçu, prévu dans la Constitution, n'a pas cette attribution. Non mais alors, essayons quand même d'imaginer ce que ça peut vouloir dire, parce que je ne crois pas que l'exécutif ait décidé de demander au CEP de faire quelque chose auquel il n'aura pas réfléchi. Est-ce que ça peut vouloir dire que le CEP a pour mission aujourd'hui de réunir une constituante avec des experts, des juristes, qui vont travailler à une constitution qui ensuite sera soumise à référendum? Bon, de deux choses l'une. Est-ce que maintenant l'exécutif va instituer une assemblée constituante et maintenant le travail une fois fini, on va demander au peuple, on va consulter le peuple, donc on va le faire par référendum, on va le faire par le biais du Conseil électoral. C'est ça. Qui est en place de ce Conseil électoral provisoire. Je crois comprendre que, au fait, on veut nous dire que la Constitution de 1987 est rapportée. Oui. C'est ça. Et nous retournons maintenant à l'an 1. Soit 1804 avant d'avoir la Constitution de 1805, ou bien en 1986 après le départ de Jean-Claude Duvalier. C'est ça, où donc, la Constitution de 1983, voilà, c'est fini. Voilà. Parce que, comprends bien, si on voit l'arrêté, séquence, le premier mandat, c'est pas d'organiser les élections, c'est référendum. Absolument. Pour une nouvelle constitution, donc changement de régime, etc. Cela voudrait dire, probablement, de cette constitution, je ne veux pas anticiper, est-ce qu'on va prévoir un CEP? On ne sait pas. Peut-être on peut avoir un collège électoral. Donc, ce qui veut dire, on met la charrue avant les bœufs. Donc, il faudrait qu'on soit, probablement à mon sens, si on veut changer la constitution, ce n'est pas l'affaire du président de la République. C'est extraordinaire. L'acte fondamental de la nation, la loi mère, ne saurait laisser à la discrétion, à l'appréciation d'un pouvoir, à la rigueur d'un homme. Donc ça, c'est très important. Parce que si tu prends l'initiative seule, eh bien, bon, je pourrais me retrouver à un moment, en 62 ou 63, un président à vie, qui n'empêche. Évidemment. Donc, à ce moment-là, s'il faut changer la Constitution, parce qu'il y a des professeurs, des spécialistes qui parlent de plaidoyer pour la réforme constitutionnelle. En ce sens-là, je vois dans ma tête le professeur Maniga, je vois mon ancien, malheureusement, feu bâtonnier d'Orval. Et il y a le constituant Georges Moïse qui a dit que la Constitution mérite une bonne toilette. Bon, si on s'est entendu comme cela, bien moi, président de la République, eh bien, si ce problème se pose, puisqu'il y a des gens qui pensent, bon, comme il n'y a pas le Parlement, c'est le meilleur moment, mais il faut se réunir autour d'une table avec
les forces vives de la nation. Parce Oui. qu'on ne peut pas toucher à cela comme ça. Oui. Donc, Mais- même si vous avez de bonnes intentions, ok, mais non, question de constitution, tu ne peux pas faire seul. Oui, ça, Malheureusement. comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres invités ici, pour qu'il y ait dialogue, encore faut-il être deux. Très bien. Tu ne peux pas dialoguer avec toi-même, ça devient un monologue. Maître Patrick Laurent, merci infiniment, merci d'avoir clarifié beaucoup de choses pour nous aujourd'hui. Le rôle de la Cour de cassation, la saisine de la Cour de cassation, quelle interprétation il faut donner à cela, la légalité de ce CEP, point d'interrogation, et surtout, à quoi faut-il s'attendre demain? Bon. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur toutes ces questions. Bonne fin de soirée. C'est un plaisir, merci. Et j'espère que pour cette nouvelle page de Métro News sur le plateau, Voilà, ça a été bien. magnifique. Parfait, et merci à vous tous. Voilà, c'était donc le conseiller juridique de Métropole, Maître Patrick Laurent, qui jetait un coup de projecteur sur les événements qui font la une depuis 2 ou 3 jours.